Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici dans cette deuxième capsule vidéo qui est consacrée à un nouveau type de modèle de la communication. Vous vous souvenez, dans la précédente capsule, je vous avais présenté le modèle de la communication conçu et développé par deux ingénieurs en télécommunication, Shannon et Weaver, qui décrivaient de cette façon-là le modèle de communication télégraphique. J'en ai dit deux choses essentielles. C'était un modèle d'ingénieur, un modèle technique qui s'intéressait à la transmission d'un signal en termes vraiment de télécommunication, en termes de signal électrique ou électronique. Il ne s'intéressait donc nullement au contenu des messages qui étaient transmis, qui étaient véhiculés. C'est la première chose. Je vous ai dit ensuite que dans la mesure où ce modèle s'intéressait au signal et non au contenu, il ne s'intéressait pas à la spécificité de la communication humaine, qui est justement les mécanismes de compréhension, de production du sens et de la signification. Mais je vous avais dit que néanmoins, malgré cela, ce modèle avait connu pas mal de succès dans les années suivantes parmi les chercheurs en sciences de l'information et de la communication pour une raison extrêmement simple, c'est que ce schéma avait identifié déjà en 1949 les principaux pôles de tout dispositif de communication, à savoir l'émetteur, le récepteur, l'encodage, le décodage, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de nouveaux modèles qui ont vraiment changé le paradigme et qui nous introduisent de plein pied dans les mécanismes de la communication entre les humains. Mécanismes de la communication humaine caractérisés par le contexte d'énonciation, le contexte dans lequel se passe la communication, caractérisé par la subjectivité des locuteurs, des personnes qui parlent, mais aussi par le fait que parler implique que l'on construise du sens, que l'on produise du sens, que l'on comprenne du sens, et éventuellement qu'on négocie le sens avec son interlocuteur pour s'assurer qu'on a vraiment bien compris ce qu'il voulait nous dire, ou que nous avons bien été compris nous-mêmes pour ce que nous voulions dire. Alors le premier modèle, vous le voyez s'afficher à l'écran pour l'instant, c'est le modèle de Wilbur Schramm, pardon. C'est un modèle de 1954. Vous voyez immédiatement que ce modèle est très différent du modèle du télégraphe, d'abord parce que ce modèle n'est pas linéaire. C'est un modèle circulaire. Le message passe d'un émetteur vers un récepteur et le récepteur renvoie un message en réponse à l'ancien émetteur qui devient à son tour un récepteur. Et ça, c'est la première chose qui change fondamentalement, c'est que dans la communication humaine, il faut bien comprendre qu'on est en interaction. Et que cette interaction a quelque chose de fondamental, c'est qu'elle nous oblige à être en même temps un émetteur et un récepteur, et donc d'avoir les compétences d'écoute et les compétences de production qui nous permettent d'assurer ces deux rôles fondamentaux de toute communication, l'émission et la réception. Alors, euh, ce modèle-là et cette prise de position, cette observation du fait que chaque émetteur est en même temps un récepteur, a été développée par un autre théoricien, Cloutier, et vous voyez affiché son petit personnage d'Emmerich en 1973. Il reprend les travaux antérieurs de Wilbur Schramm et il dit, mais au fond, imaginons que toute la communication médiatique soit de ce type-là, et c'est plutôt un vœu pieux, c'est plutôt, en 1973, c'est plutôt un espoir qu'une réalité. Il dit, ce serait extraordinaire si chaque récepteur pouvait devenir en même temps producteur, émetteur de contenu. Alors c'est vrai qu'en 1973, à l'époque du cinéma ou de la télévision, alors que le cinéma et la télévision étaient vraiment des pratiques médiatiques qui étaient réalisées par des professionnels, moi j'étais spectateur de cinéma, mais je ne réalisais pas de film, et je n'avais pas les moyens de réaliser un film. Alors qu'aujourd'hui, avec les technologies du Web 2, ce qui était extrêmement important, c'est que on est tous consommateurs de contenu,
Mais on peut aujourd'hui beaucoup plus facilement devenir producteur de contenu. On peut diffuser nos contenus dans des blogs, on peut les mettre sur YouTube, on a des tas de possibilités pour produire des contenus avec des technologies extrêmement simples, notre téléphone qui filme, etc. Et donc il y a eu un changement technologique extraordinaire qui fait que cette espèce de rêve ou d'utopie de Cloutier qui date de 1973 peut aujourd'hui être considérée comme une certaine réalité, ou en tout cas bien plus réelle qu'elle ne l'était en 1973. Alors, le modèle de Schramm, le premier modèle que je vous remets à l'écran maintenant, donnait aussi d'autres informations sur le fonctionnement de la communication qui sont extrêmement importantes. Il montrait qu'en fait, même s'il restait des opérations d'encodage et de décodage à la fois du côté de l'émission et du côté de la réception, le sujet communicant est un interprétant. Ça veut dire qu'il doit faire un certain nombre d'opérations d'ajustement entre le message qu'il a reçu et la compréhension qu'il peut en avoir et la signification qu'il peut en déduire. Ça, c'est fondamental. Les opérations d'encodage et de décodage ne sont automatiques que dans les systèmes de communication machine-machine. Quand on est dans la communication humaine, il y a toujours des opérations cognitives qui sont liées à la compréhension, à la désambiguation de certains messages, etc. Alors, Schramm produit un autre modèle qui s'affiche à l'écran, vous le voyez là maintenant, c'est un modèle de communication qui apporte deux choses importantes. La première chose, c'est que vous voyez, la communication implique de la part de l'émetteur et du destinataire un champ d'expérience et un champ d'expérience commun. On parle à propos d'un état d'âme, d'un état de conscience du monde, de choses qui nous sont arrivées, etc. Il faut donc qu'on puisse se les partager. Il faut donc que notre champ d'expérience soit partiellement partagé. Mon expérience de vie n'est pas la même que la vôtre. Néanmoins, nous avons une langue commune, au moins qui est le français dans laquelle je vous parle et dans laquelle vous suivez ce MOOC. Vous avez un certain nombre d'expériences communes par rapport aux technologies, etc. Même si on est dans des contrées différentes, dans des cultures différentes, on a une certaine zone, un certain champ d'expérience qui est commun et qui nous permet de communiquer. Parce qu'effectivement, vous voyez au centre de cette zone d'intersection des champs d'expérience, on a le signal. Bon, aujourd'hui on ne parlerait plus de signal. Schramm en 1954 parlait encore de signal. Bon, les modèles ont évolué, mais en tout cas, ce signal implique qu'il apparaît grâce au fait que le code de l'émetteur et que le code du récepteur sont partiellement communs, ou qu'en tout cas ces codes ont une zone de superposition et d'intersection qui permet l'intercompréhension et l'intercommunication. Ça, c'est extrêmement important. Ce qui est très important par derrière ça, c'est le fait que, puisque nous nous référons à un champ d'expérience qui implique des représentations, des connaissances, une culture, des pratiques, des façons de faire, des façons d'être, des façons de vivre, etc., le langage et les interlocutions que nous échangeons quand nous dialoguons nous renvoient à un espace largement plus vaste que l'espace délimité par notre intercommunication, par notre dialogue. En dialoguant ensemble et en utilisant, en nous référant d'une certaine façon au même code, en tout cas partiellement, la communication nous renvoie à un univers sociologique et culturel bien plus large que celui qui est mis en œuvre simplement par une interaction entre deux ou trois personnes. Et donc, nous nous inscrivons dans un champ sémiotique, dans une sémiose, comme dirait Daniel Bougnou, bien plus large que cet espace limité de notre interaction, limité dans le temps, dans l'espace, aujourd'hui, à tel endroit, à telle heure. Voilà, je m'arrête là pour la présentation de ces modèles et je vous donne rendez-vous pour la troisième capsule. À très bientôt, merci.